descendant d'Humbert, puisque ça, le prénom, enfin, c'était même pas un prénom à cette époque, c'est faux de dire le prénom, parce que les gens n'ont pas de nom. Donc les prénoms, c'est né à partir du moment où on a eu un nom. Mais il faudrait dire le nom de baptême. Au moment du baptême, voilà, on donne un nom, et le nom est le nom d'un saint. Et c'est le jour où la population a trop augmenté, quand vous êtes face à une assistance et que vous dites Joseph et qu'il y en a 7 qui lèvent la tête, bon, bah, vous dites, on va peut-être dire Joseph le Chauve, Joseph le Grand, etc. C'est comme ça que naissent les noms, parce que le fils de Joseph le Chauve, il s'appellera peut-être, comme vous voulez, Bernard, mais ça restera Bernard le Chauve. Donc pour l'instant, bah, il s'appelle Humbert, il s'appelle Odon, il s'appelle Amédée, et puis après, pour la commodité, on met des numéros. Bon, le 1, il n'a pas de numéro, mais dès qu'il y a un deuxième, bah, il prend le numéro 2, et rétrospectivement, on met un 1 au premier. Bon, donc ce qui est frappant, c'est que dans cette famille, en l'espace quasiment de 2 générations, ils ont réussi à se donner une assise territoriale qui est assez exceptionnelle. Parce que c'est des gens, on a l'impression que Humbert, bon, ben oui, il a des possessions dans le Viennois, il a un pied dans le diocèse de Golay par l'intermédiaire de son frère, mais très vite, ça va déborder de partout. On a vu comment, à la mort d'Humbert, il a eu en cadeau la suzeraineté sur la Maurienne. On a vu que le mariage de son deuxième fils l'a introduit en Piémont. On a vu comment son mariage à lui le met dans le Val d'Ost, comment il y a aussi le Chablais, au sens très large du terme. Donc ça veut dire que des gens qui n'ont pas vraiment une territorialité, en 2 générations, deviennent très présents dans les Alpes. Une bonne stratégie maritale, ça c'est important, de bien savoir marier ses filles. Et dans le petit arbre généalogique que je vous ai mis, alors qui se lit de bas en haut, enfin, c'est Humbert est en bas, et vous avez en rose les femmes qui ont été reines. Alors, on sait que Humbert avait une sœur, Ermengarde, qui a été l'épouse du dernier roi de Bourgogne. Et puis, Humbert a une petite fille qui s'appelle Berthe. Excusez du peu, elle épouse Henri IV, et c'est le Henri IV qui est empereur, c'est-à-dire empereur du Saint-Empire romain germanique. Et il aura une arrière-arrière-petite-fille qui s'appelle Adélaïde, qui, elle, va épouser Louis VI, roi de France. Et c'est la première Savoie qui épouse un roi de France. Et je n'ai jamais compté, mais si un jour vous avez un peu de temps, comptez le nombre de filles de la maison de Savoie qui ont épousé les rois de France, vous allez être étonnés, d'autant plus que ça va, les 2 dernières, c'était 2 sœurs qui avaient épousé 2 frères, c'est l'épouse de Louis XVIII et l'épouse de Charles X. Et quand on arrive à Charles X, par rapport à l'histoire des royaumes de France, on est quasiment au bout. Hein. Après, il reste une Philippe et c'en est fini. Donc ça veut dire que si on prend les premiers, ce qu'on appelle les cartes, ça on le comprend avec la carte, hein, sur la toute petite carte, ce qui est en brique, c'est, j'ose pas dire le territoire qu'ils ont acquis, parce que notion de territoire, encore une fois, ça ne veut rien dire à cette époque. Hein. Alors c'est plutôt les territoires sur lesquels ils ont de la puissance. Mais posséder un territoire, ça ne veut rien dire. Mais quand on voit là où ils ont de la puissance, eh bien, il faut quand même se dire, maintenant, il va falloir faire un maillage
maillage territorial. C'est-à-dire que si on veut garder cette puissance, il va falloir nommer des représentants. Si vous voulez construire un État, je vous mets au défi, vous construisez un État sans aucun financement. Compliqué. Donc ça veut dire qu'il va falloir percevoir des impôts. Si vous voulez vous installer quelque part, pour s'installer quelque part, il y a des gens qui veulent s'installer au même endroit. S'il y a des gens qui veulent s'installer au même endroit, le problème c'est qu'il faut se défendre. Donc il faut une armée, il faut des édifices pour la défense, etc. Et puis surtout, quand on regarde cette carte, c'est un peu comme si aujourd'hui la France, c'était la Normandie, la Bretagne, toute la côte aquitaine, les Pyrénées, le sud-est, les Alpes, les Vosges, le Jura, enfin l'Alsace-Lorraine et un bout du nord, et que tout le milieu, ce ne soit pas la France. Ni le Massif central, ni le bassin parisien. Donc, vous voyez, ce truc blanc là qui est au milieu, c'est ça dont je parle. Eh bien, c'est pas rien, c'est quoi? C'est le Genevois, c'est le Faucigny, c'est la Tarentaise. Donc ça pose une vraie question, parce que c'est compliqué. Si je suis en Maurienne et que je veux aller, par exemple, que je veux aller en Chablais, comment je le fais si j'ai pas, le Genevois? Donc, c'est pas cohérent. Alors, pour nous, ça nous choque, parce que on n'imaginerait pas qu'au milieu de la France, le Massif central ne soit pas français. Pourquoi pas, mais voilà, on a pris l'habitude de dire qu'il y a une frontière extérieure et tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le même pays. Là, c'est pas le cas. Et puis, alors, je signale une chose, dès la 5e génération, alors la 5e génération, c'est qui? C'est Amédée III. Ça veut dire Amédée III, vous avez les dates, on est au XIIe siècle, on a les apparitions, l'apparition de nouvelles armoiries. C'est-à-dire que nous, quand on dit les armoiries de la Savoie, il n'y a pas de problème, c'est la croix d'argent sur fond de gueule, ce qui veut dire une croix blanche sur un fond rouge. Mais il faut savoir que les premières armoiries de la Savoie, c'est l'aigle de sable, donc l'aigle noir sur fond d'or, sur un fond jaune. Et ces armoiries anciennes, elles sont directement inspirées du Saint-Empire romain germanique. Ce qui montre bien que la Savoie, ça naît du Saint-Empire. Alors, le fait qu'à la 5e génération, il y ait d'autres armoiries qui apparaissent, ça ne veut pas dire que les premières disparaissent. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Thomas Ier. Thomas, il est au sommet de il n'y est pas sur la page, mais il est juste après. Thomas, très souvent, il va reprendre les anciennes armoiries. Pourquoi? Parce qu'il tient à traduire son lien avec l'Empire. Donc, vous voyez, le fait de dire, c'est un peu comme nous, quand vous changez votre photo sur Facebook, ça veut dire que vous voulez changer quelque chose par rapport à vous. Donc, en fonction des armoiries que je prends, voilà, je veux dire quelque chose. Bon, alors, si vous tournez la page, vous prenez pas mal, vous avez un arbre généalogique qui est toujours ascendant. Jusqu'à Humbert III, c'est le même que la page précédente. Et après, j'ai mis les 2 générations qui suivent. Alors, c'est des points de repère par rapport à ce qu'on va faire ce soir, ou commencer ce soir. Et j'ai appelé ça la multinationale. C'est peut-être l'aspect dont on a le moins conscience, c'est que la maison de Savoie, encore une fois, c'est une maison européenne. Ce n'est pas une maison régionale, ça ne veut rien dire, une maison régionale. Il faut se sortir de l'idée que la Savoie, à cette époque, les comtes de Savoie ont peut-être plus de relations que n'en ont les rois de France. Des relations autour d'eux. Donc, il y a vraiment ce côté
nationale, et puis en même temps, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont quand même bien réussi? J'ai mis, alors bon, ça veut dire qu'on n'a pas attendu un personnage contemporain. Hein. La maison de Savoie, c'est la maison du en même temps. Ça veut dire qu'en gros, et ça on va y arriver tout de suite, il y a deux grands dans ce monde, il y a le pape et l'empereur, et s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont su être en même temps proches du pape et de l'empereur. Même quand c'était impossible, en règle générale, ils ont fait le grand écart. Voilà, alors ça, ayez-le sous les yeux. Et on va parler un peu donc, de Thomas Ier. Alors, Thomas Ier, vous le repérez, il est là, hein, dans l'ascenseur. Alors, Thomas Ier, bon, je vous ai mis un petit résumé. Dans ce premier résumé, je vous dis simplement qu'il est comte de Savoie de 1189 à 1233. Alors, ça veut déjà dire une chose, hein, si je compte bien, ça fait 44 ans. Donc, quelqu'un qui est comte pendant 44 ans, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps. Au jour d'aujourd'hui, il aura à peine ses trimestres pour la retraite, mais à l'époque, ça veut dire qu'il a vécu très longtemps. Alors, il est comte en 1189. Ce n'est pas l'année de sa naissance, hein, c'est l'année où il devient comte. Donc, en règle générale, quand vous avez l'année où quelqu'un devient comte, vous avez automatiquement l'année de la mort de son père. Puisqu'on devient comte à la mort du comte précédent. L'année de naissance de Thomas, c'est 1178, ou peut-être 77. C'est une époque, il n'y a pas d'état civil. Hein. Alors, en règle générale, on connaît précisément la date de la mort des gens, au jour près, enfin, comme c'est des gens importants, parce qu'il y a eu une cérémonie, parce que, etc. Mais la date de la naissance, il y a toujours un peu de flou. Aujourd'hui, on va simplement dire, il y a peut-être plus d'historiens qui disent 78 que 77. Et voilà. Quand il naît, alors où est-ce qu'il naît? Il naît au château d'Aybel. Donc ça veut dire qu'on est à une époque où la mainmise sur la Maurienne s'est bien concrétisée et le château d'Aybel est devenu un château important de cette famille. Château d'Aybel, aujourd'hui on en voit des traces, il est dans une forêt, je ne sais pas où ils en sont au niveau du défrichement, mais si vous voulez, il reste le bas des murs, que petit à petit ils essayent de dégager des lianes et autres, mais ce qui est dégagé, c'est un château qui est quasiment une petite ville, hein, c'est très très grand. Et encore une fois, après, tout ce que vous allez voir, cherchez pas une tour, hein, ça fait 1 mètre de haut maximum. Mais sachant que ce qui fait 1 mètre de haut sorti de terre, si on creusait, il y a peut-être bien 2 à 3 mètres en dessous, avec tout ce qui s'est accumulé depuis quasiment 1000 ans. Donc il est au château d'Aybel, et on a dit de lui qu'il était l'enfant du miracle. Pourquoi l'enfant du miracle? Tout simplement parce que son père, qui est Humbert III, a été marié 4 fois. La première fois, premier mariage, il n'y a que des filles, l'épouse meurt. Deuxième mariage, il n'y a pas d'enfant, donc au bout d'un certain temps, il répudie son épouse. C'est bien connu que quand il n'y a pas d'enfant, c'est la faute de l'épouse, la faute du mec. Troisième épouse, elle meurt sans avoir donné de descendance. Et donc notre Humbert, à ce moment-là, il rentre à l'abbaye d'Hautecombe. Il devient moine cistercien, parce que lui, c'est son truc. Et il faut qu'il y ait une délégation qui aille à l'abbaye d'Hautecombe, composée de nobles,
et qui menace de mettre le feu à l'abbaye si le comte ne sort pas. Parce que les gens lui disent, nous, ça monte pour cet âge très vite, hein, nous, on veut avoir quelqu'un de la maison de Savoie qui soit notre comte. Alors que lui avait sans doute un autre plan dans la tête, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, pourquoi l'enfant du miracle? Parce que le 4e mariage, un an après, il y a un garçon qui naît. Et le garçon, c'est Thomas. Donc, il a 11 ans à la mort de son père, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que se met en place ce qu'on appelle une régence. Alors, régence, ça veut dire que sa mère a le titre de régente, c'est elle qui, au moins en théorie, va gouverner. Pour Thomas, on lui donne aussi un tuteur. Alors, le tuteur, pas au sens juridique actuel, hein, c'est un précepteur. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir pour tâche de faire le boulot que son père aurait dû faire, c'est-à-dire lui expliquer comment on fait pour régner, pour commenter. Et puis, il y a un conseil qui devient un conseil de régence dans lequel il y a les grandes familles qui siègent. Alors, ce qu'on appelle les grandes familles, ce sont les vicomtés, hein, c'est-à-dire les Miolans par rapport à la comte de Savoie, les Lachambre en Maurienne, les Briançon chez nous, les Chalons au Val d'Ost, etc. Et c'est ce conseil qui traite les affaires, et ce jusqu'à la majorité de Thomas. Alors, s'il est né en 1178, sa majorité, ça arrive quand? Ils sont en train de faire 1178 plus 18. C'est dur en plus. Alors, la majorité, c'est le conseil qui la décide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité. On n'a encore pas élu Giscard. Donc, le conseil va décider de la majorité de Thomas en 1191. Ça veut dire qu'on décide qu'il est majeur à 13 ans. Et c'est logique. C'est logique parce que nous, nos raisonnements, c'est quoi? C'est qu'on vit dans un monde dans lequel on a inventé l'adolescence. Mais là, ça n'existe pas. Ça veut dire que quand on est sorti de l'enfance, on est adulte. Donc, à 13 ans, il devient, on peut dire, le comte effectif. Sa mère n'est plus régente, ça ne veut pas dire qu'elle est plus présente, hein, mais elle est plus régente, et le conseil de régence devient le conseil du comte, une sorte de conseil des ministres avant la lettre. Donc voilà, pour situer un petit peu le personnage, voilà, mais il faut toujours se méfier, vous voyez, par rapport à cette idée de majorité. Et puis, à l'inverse, dans les villages, ce qui était très important, c'était le conseil des chefs de famille. Si vous avez 40 ans, vous ne siégez pas au conseil des chefs de famille si votre père est encore vivant sous le même toit que vous. Donc, vous voyez, c'est très relatif. Vous pouvez avoir 40 ans, être marié, avoir des enfants, mais être considéré quelque part comme un mineur, puisque vous ne pouvez pas siéger au conseil des chefs de famille. Bon, qu'est-ce que je vous ai mis aussi? Oui, alors il est à la 7e génération, ça c'est sous-entendu depuis Humbert, et il est le 9e comte, parce qu'à 2 reprises jusqu'à lui, il y a eu 2 frères qui se sont succédés, parce que l'un des 2 frères, le premier, n'avait pas de descendance, donc dans ce cas-là, on passe à côté. On l'a surnommé le Gibelin, et on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut dire. Et il y a un autre surnom qu'on lui a donné. On a dit aussi de lui qu'il était l'ami des communes. En quel sens l'ami des communes? C'est parce que durant son règne, il a octroyé pas mal de franchises.
Les franchises, vous savez, c'est ce qu'on donnait à une commune, c'est-à-dire qu'on disait, bah, telle commune, on va l'affranchir de tels impôts. Alors, c'est toujours à double. Si on affranchit une commune, c'est parce qu'on veut se l'attacher un peu plus. On dit à la commune, vous ne payerez pas ces impôts-là, mais on part du principe que s'il y a un conflit, au moins cette commune, elle va être fidèle. Je vous fais un cadeau, il faut vous méfier. Alors, ce qui est le plus important, donc, c'est un gibelin. Et ça, c'est une grande coupure. Dans le monde médiéval, on a deux grandes parties qui sont les guelfes et les gibelins. Alors, au départ, c'était simplement les partisans de deux grandes familles. Les guelfes étaient les partisans de Welf et les gibelins étaient les partisans des Hohenstaufen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait deux grandes familles qui se disputaient le Saint-Empire. Parce que, encore une fois, quand on pense empire, ça n'a jamais duré très longtemps, mais en gros, le fils aîné de l'empereur était fait pour devenir empereur à son tour. Le Saint-Empire romain germanique, ça n'a jamais fonctionné comme ça, puisque c'est un empire qui est électif. Donc ça veut dire qu'on va voter à chaque fois. Et donc les grandes familles, elles se tirent dessus. Et Guelf et Gibelin, ça se naît dans ce contexte-là. Et puis après, ça va se généraliser, ça va couper une partie de l'Europe en deux, parce que les Guelfes deviennent les partisans de la primauté du pape, et les Gibelins deviennent les partisans de la primauté de l'empereur. Alors, il faut bien faire attention, de dire, il y en a qui sont pour le pape, les autres qui sont pour l'empereur. Les deux sont des partis chrétiens. Les deux sont convaincus qu'il faut que l'Europe soit chrétienne. Les deux ont la même conviction, c'est qu'au-delà de l'Europe, il faut que le monde devienne chrétien. Donc, les deux, ils vont à la messe et ils récitent le même credo. Donc, c'est pas quelque chose qui oppose deux camps religieux. C'est deux manières de vouloir organiser le monde chrétien. Pour les Guelfes, au sommet, il y a le pape. Et ça veut dire que tous les chefs politiques, on dirait aujourd'hui, doivent être au service du pape. C'est-à-dire que l'empereur doit être le premier serviteur de l'Église. Les rois doivent être au service de l'Église, les comtes, les ducs, tout ce que vous voulez. Les Gibelins, c'est l'inverse. Les Gibelins disent au sommet, il y a l'empereur, et l'Église, elle est au service du pouvoir politique. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais après, dans le concret, si, ça a quand même des répercussions. Parce que, pour les Guelfes, pour eux, c'est le pape qui doit nommer les évêques. C'est ça qui va surtout jouer. Alors que pour les Gibelins, c'est l'empereur qui doit nommer les évêques. Alors, vous comprenez pourquoi? C'est parce que, pour les Gibelins, si on a le droit de nommer les évêques, on va nommer les bons évêques. C'est-à-dire les évêques qui sont d'accord avec l'empereur. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc ça a divisé l'Europe pendant plusieurs siècles, donc ça se résolve vraiment. Et quand je dis diviser, c'est pas un combat d'intellectuels. Il y a des gens qui sont battus, il y a des gens qui sont morts parce qu'il y avait deux partis. Et quand il y a deux partis qu'on n'arrive pas à trancher, il y a un moment, on sort l'artillerie. Alors, il y a une petite chose, c'est que chaque parti a voulu se donner des signes de reconnaissance. Donc, comme tout le monde faisait à peu près sur les châteaux, alors, oui, je précise quand même, quand je dis les partis, les paysans de... Je vais dire beaucoup, il y a des gens beaucoup. Les paysans d'où vous voulez, ça ne les a jamais divisés. C'est un truc
même qui ne concerne que la noblesse. Après, les paysans, ils faisaient ce qu'on leur disait de faire. Mais donc ces nobles, c'est des gens qui ont des châteaux. Et ils ont voulu laisser des traces de leur appartenance. Alors, comme tout le monde avait sur les châteaux des créneaux qui étaient de simples rectangles, les Gibelins se sont dit il faut qu'on traduise le fait qu'on est Gibelin. Et ils se sont mis à faire des créneaux, on appelle ça en queue d'aronde, qui est un terme de menuiserie à la base, où on appelle ça aussi du queue d'hirondelle, c'est-à-dire qu'on évite le milieu du rectangle avec un triangle. Et là c'est Vérone, la petite photo que je vous ai mise. Mais si vous allez simplement en Val d'Ost, encore une fois, le Val d'Ost n'a pas été plus gibelin que la Tarentaise, mais simplement ils ont mieux gardé les châteaux. Ils ont eu un avantage, c'est qu'ils ont eu ni Henri IV, ni Louis XIII, ni la Révolution. C'est plus facile pour garder les châteaux. Et donc ça, c'était le signe. Je suis Gibelin, je suis partisan de l'empereur, je construis mon château avec des créneaux particuliers. Profession de foi. Je colle ma profession de foi sur le bâtiment. Donc, Thomas Ier, il est Gibelin. Thomas Ier, c'est un partisan de l'empereur. Ça va lui rapporter gros. Thomas Ier, c'est le premier dans la maison de Savoie qui va avoir le titre de vicaire impérial. Alors, vicaire impérial, ça veut dire que sur son territoire, il est reconnu comme le représentant direct de l'empereur. Un vicaire adjoint. Et comme le territoire n'est pas défini, ça permet de dire je suis le vicaire, l'adjoint de l'empereur dans les Alpes. Voilà. En gros, si vous voulez, dans la hiérarchie, l'empereur accordait des titres de prince. L'archevêque-comte de Tarentaise était prince du Saint-Empire. C'était une première manière d'honorer. Après, au-dessus, l'empereur pouvait donner le titre de vicaire impérial. Donc ça, c'était encore plus haut. Et puis, au-dessus, il y avait les princes électeurs. Et les princes électeurs, ils étaient 6 ou 7 suivant les époques, c'est ceux qui élisaient l'empereur. En gros, c'était des princes qui se situeraient dans l'Allemagne d'aujourd'hui. On était plus au cœur du Saint-Empire. Mais donc ça veut dire que là, Thomas, grâce à sa politique, il va accéder à un rang qui est quand même un rang assez important. Donc, un Gibelin, en même temps, lui qui est le garçon unique, le garçon du miracle, comme quoi l'hérédité, ça ne doit pas bien jouer, il va avoir des enfants à tout savoir qu'en fait. Parce que, non mais, il en a, on va dire, de manière reconnue, une dizaine. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que quasiment les 10 parviennent à l'âge adulte. Et parce que, avoir beaucoup d'enfants, c'est quelque chose qui va arriver. Mais, alors, où est-ce qu'il y a... Il y a une chaise là, si tu veux. Une là. C'est des choses qui arrivent dans ces familles, mais la mortalité infantile est telle que quelqu'un qui a 10 enfants, peut-être qu'à l'âge adulte, il n'y en aura plus que 2. On est plutôt dans ces proportions-là. Alors que lui, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'enfants qui parviennent à l'âge adulte. Puis ça est reconnu. Il a un certain nombre de bâtards qui sont signalés. Donc c'est quelqu'un qui était très productif. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'enfants? Il y en a un. On espère quand même qu'il y en aura un qui sera le successeur, l'aîné,
on va voir que paradoxalement, ça va être la croix à la bannière dans cette famille, mais en attendant, ben, les autres, on les place dans l'Église. Et, alors, excusez du peu, hein, dans ses enfants, Guillaume, il devient d'abord évêque de Valence. En même temps, il est doyen de Vienne, donc Vienne au Dauphiné. Ensuite, il sera évêque nommé de Winchester. Alors, nommé, ça veut dire que le chapitre anglais n'a pas voulu de lui. Voilà, quand même évêque nommé. Et il finira, comme prince évêque de Liège. Bon, c'est pas rien, hein. Des sièges, bon, Valence, c'est peut-être plus régional, mais prince évêque de Liège, c'est quand même un titre prestigieux. Bon, il a un frère qui s'appelle Boniface, qui est évêque de Bolais. Donc lui, ça veut dire qu'il est dans la tradition familiale. Hein. On sait que depuis le départ, cette maison a mis la main sur le siège de Bolais. Mais ensuite, il va avoir une hyper-promotion, c'est-à-dire qu'il va devenir archevêque de Cantorbéry. Et archevêque de Cantorbéry, ça veut dire qu'il va occuper un des sièges archiépiscopaux les plus en vue de l'Angleterre. L'archevêque de Cantorbéry, je ne sais plus lequel, c'est quand même un des deux qu'on verra peut-être de nos vivants mettre une couronne sur la tête de Charles. Philippe. Alors Philippe va succéder à Guillaume, c'est-à-dire qu'après que Guillaume soit allé plus loin, il va devenir évêque de Valence, et Philippe deviendra ensuite archevêque de Lyon. Et puis il y a Amédée. Bon, Amédée, ça fait un peu petit dernier, il est évêque de Maurienne, mais c'est très stratégique, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a le titre de comte de Maurienne, c'est son père, c'est Thomas. Donc ça veut dire que sur la Maurienne, ils ont à la fois le comté et l'évêché. Donc ils ont la main complète sur la Maurienne. Et puis il ne faut pas oublier, il y a parmi les filles, il y en a deux, l'une qui s'appelle Alix et l'autre qui s'appelle Agathe, et elles se succèdent à la tête d'une grande abbaye de Lyon qui est l'abbaye Saint-Pierre de Lyon, qui est donc une abbaye féminine. Donc c'est un gibelin qui est très guelfe en même temps. C'est un ami des empereurs, mais c'est un ami des empereurs. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui peut dire « j'ai 4 fils qui sont évêques ou archevêques et 2 filles qui sont abbesses ». Si vous en connaissez beaucoup. Hein. Donc vous voyez, voilà, ça c'est un peu, c'est le monopoly médiéval, le fait d'acquérir des sièges épiscopaux, voire archiépiscopaux, et d'acquérir des abbayes, forcément, vous marquez beaucoup de points. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout. Ça, c'est pour rassurer ceux qui s'affolent, en disant, ouais, au Moyen-Âge, les filles, ça servait à rien, etc. Non, ce qui va peut-être le plus leur servir, c'est l'aînée de leur fille. Alors, elle s'appelle Béatrix. Et alors, je reviens un petit peu en arrière, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Thomas a fait tout ça tout seul. Hein. Il faut quand même qu'il y ait une dame avec lui. Donc, je précise quand même que son épouse, c'était une certaine Marguerite de la maison de Genève. Et ça nous montre à quel point le mariage est diplomatique. Parce que la maison de Genève, on peut presque considérer que c'est la maison ennemie par excellence de la Savoie. Donc, épouser une Genève, c'est presque... c'est la fille Poutine qui se marie avec le fils, je ne sais plus son nom en chef, mais celui de l'Ukraine. Voilà, comment dire, c'est une manière de dire, peut-être qu'on va éviter la prochaine guerre. Ça ne marche pas à chaque fois, hein, ça marche pas à chaque fois,
Mais c'est ce qui est paradoxal. Alors, ce qui est paradoxal, des fois on dit, mais comment ils faisaient pour manger ensemble? Des réunions de famille, ça devait quand même être un peu bizarre, vous savez pas. Mais c'est simplement, c'est de la diplomatie, voilà, puisque de toute manière, au moment où les gens se marient, alors, bon, après, on dit que Marguerite et Thomas se seraient aimés avant de se marier. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, mais ils se seraient aimés avant. Bon, on raconte une belle histoire, c'est-à-dire on dit ils se sont rencontrés lors d'une fête, ils étaient tous les deux de très bons danseurs, lui s'est mis à chanter, elle l'a écouté, etc. Bon, ça c'est un texte qui est écrit 3 siècles après. Bon, mais en tout cas, Marguerite de Genève, bon, elle a eu son rôle, hein, même si tous les enfants n'étaient pas d'elle. Et donc, la première des filles, c'est Béatrix. Et Béatrix, elle va épouser Raymond Bérenger, qui est comte de Provence et de Forcalquier. Le comté de Provence, c'est quoi? Ben, c'est tout le sud-est, on n'appelle pas encore vraiment la France à cette époque, mais on va dire c'est le sud-est de la France d'aujourd'hui. Et vous voyez que ça monte très haut, hein, ça monte quasiment jusqu'à Gap, qui est l'extrémité du Dauphiné de l'époque. Alors, ce couple, bah, c'est une histoire, j'allais dire, qui commence très mal, parce que c'est un couple qui a 4 filles. C'est tout, 4 filles.